Donc, juste quelques mots pour me présenter. J'ai 56 ans, je me suis occupé pendant une trentaine d'années de l'école de philosophie Nouvelle Acropole à Bordeaux. Et maintenant, je suis sur Paris. La démarche qui m'anime est celle de faire de la philosophie quelque chose de concret, de pratique et d'opérationnel par rapport à nos vies. Et il y a un philosophe, quelqu'un qui était professeur au Collège de France, qui a disparu il y a quelques années, qui disait en France aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs de philosophie, il y a beaucoup d'étudiants en philosophie, mais il y a peu de philosophes. Donc, si vous voulez bien, l'espace d'une petite heure, essayons de nous situer non pas intellectuellement par rapport à un savoir, mais plus en chercheur, en pratiquant. Vous savez que le mot philosophie, ça vient de philosophos, l'amour de la sagesse, mais ce qui nous intéresse, c'est que cette quête puisse nous amener à trouver des choses et à pratiquer des choses. Alors, prêtons-nous à l'exercice dont on parle ce soir, à la liberté d'être soi, et essayons de le regarder avec cet angle philosophique. Déjà, au travers du parcours de maturité de l'être humain, on pourrait dire qu'il y a trois niveaux, trois marches, trois steps simples qu'on peut facilement reconnaître et discerner. Le premier est une étape morale, apprendre à distinguer par rapport à nos vies ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est mal et ce qui est bien, pas dans un sens religieux, mais par rapport aux universaux, à la morale, à ce qui fonde la dignité de tout être humain. Mais quand bien même on a réussi à discerner ce premier step, il y en a un second qui concerne à proprement parler la philosophie, qui est de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est-à-dire d'apprendre à se servir de notre mental pour discerner, comprendre, je reviendrai dessus. Et alors, il y a une troisième étape, qui est celle qu'on pourrait appeler spiritualité, qui nous amène à faire la différence entre ce qui est superficiel et ce qui est profond. Et il est clair qu'il est difficile de sauter les marches. Il est clair qu'il est difficile de se situer dans une démarche spirituelle sans avoir aucun critère du point de vue de la moralité, et qu'il est difficile également de sauter la marche de la clé philosophique, qui est celle qui nous permet d'apprendre à nous situer. Le propre de l'homme, c'est d'avoir une activité consciente. Le végétal, il produit de l'énergie, il casse des molécules de carbone, il relâche de l'oxygène, son activité, c'est la photosynthèse. Le propre de l'activité de l'animal, c'est le mouvement et son activité émotionnelle. Le propre de l'homme, c'est en ça que la question nous intéresse, c'est la conscience, l'activité mentale, la capacité à nous représenter à nous-mêmes. Vous mettez un chien devant une glace, il aboie parce qu'il voit un autre chien. Il n'a pas de représentation de lui-même. Donc le propre de l'homme, c'est d'avoir une représentation de lui-même et de pouvoir se situer dans le futur, se donner une perspective par rapport à sa vie et par rapport à son existence. Alors, par rapport à cette approche philosophique, qu'est-ce que c'est que la liberté ? On pourrait dire, d'une certaine manière, et je vais essayer de le développer, que la liberté est une manifestation de la vie, mais la vie avec un V majuscule, pas le fait qu'un tel ou un tel soit vivant, ce que les hindous appellent Jiva Prana, la grande vie, c'est-à-dire ce qui circule à l'intérieur de tout l'univers, à travers nous, comme à travers tout ce qui est manifesté. Et cette grande vie, elle a une caractéristique essentielle qui est le mouvement. Le mouvement, c'est pas simplement bouger, ça c'est le mouvement dans les clés physiques. Le mouvement, c'est ce qui mène, ce qui est potentiel à s'actualiser.
Le mouvement, c'est ce qui fait qu'un enfant va grandir, qu'un adulte va changer, qu'une graine va devenir une plante. C'est-à-dire que des choses qui étaient potentielles puissent tout d'un coup devenir actuelles. Donc, ce qui nous intéresse dans la liberté, c'est ce flux de la vie, du mouvement, qui nous permet d'actualiser les choses. C'est un changement peut-être de paradigme par rapport à la vision moderne des choses, puisque en tant que philosophe, on considérera qu'on n'est jamais fini. C'est un petit peu comme si j'ai un récipient et je peux verser quelque chose à l'intérieur de mon verre ou de ma tasse. Eh bien, nous, en tant que personne, on n'est jamais fini. Jusqu'au moment où, à la veille de notre mort, tant qu'il y a un souffle, tant de conscience que de vie à l'intérieur de nous, nous avons la possibilité de transformer notre regard sur les choses et de gagner en liberté, la liberté dont on est en train de parler, qui est donc ce qui permet que la vie puisse circuler à travers nous et que donc des choses qui étaient potentielles puissent s'actualiser et devenir concrètes. Le mouvement implique sortir de l'inertie. Vous aurez une définition de l'inertie à me donner ? Inactivité. Inactivité ? Non, ça ne marche pas. Non. Il y a des choses qui sont inertielles, mais qui apparemment sont très actives, des personnes aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous me proposez Est-ce que dans le même schéma, tourner en rond ? Non. C'est l'absence de mouvement. C'est pas l'absence de mouvement, ça c'est le piège, oui. C'est une attraction vers le non-mouvement, je dirais. Et d'où ça vient qu'il y a une attraction vers le non-mouvement ? Et la boulie. Restons sur l'inertie parce que c'est un côté mécanique, c'est plus facile à... Non ? L'inertie, c'est l'absence de moteur propre. C'est le paradigme de la boule de billard. Elle bouge parce que vous la percutez. Donc, paradoxalement, il n'y a pas de mouvement au sens qui nous intéresse dans cette forme de mouvement, puisque le moteur ne vient pas de l'intérieur. Pour nous, en tant qu'être humain, le mouvement qui nous intéresse est un mouvement qui vient de notre intériorité, même si, effectivement, nous sommes confrontés à tout un tas de scénarios dans lesquels notre environnement, voire parfois nous-mêmes, nous nous mettons en mouvement simplement parce qu'un choc ou quelque chose de la vie nous a percutés. Donc, gardons comme idée que le mouvement est l'actualisation d'un potentiel et que ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre en route le moteur qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce moteur, il est ce qui va permettre d'équilibrer, on dit la liberté, d'être soi. Mais le soi, c'est pas la même chose que le moi. Alors si on essaye de le dire avec des mots simples, on pourrait dire que toutes les traditions philosophiques, ou si on reprend la clé platonicienne de l'être, ou le soi dans les Upanishads, l'être, il est en lien avec ce qui est en dehors de l'espace et du temps. Il est inconditionné, intemporel et non manifesté. Donc, il y a à l'intérieur de chacun une dimension intemporelle, non conditionnée, non manifestée. Et le moi, c'est le truc avec lequel on travaille, la caisse de résonance de notre personnalité, avec tous les moyens dont nous disposons, physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux. Ça va ? Donc, la question qui se pose par rapport à la liberté d'être soi, c'est qu'il y a un petit bug cognitif, parce que nous, quand on entend liberté, on entend easy, facile, on y va, alors que la liberté d'être soi, ça implique qu'on a réussi à construire une dialectique, ou si on veut dire un mot plus simple, une dynamique, entre d'un côté ce qui en nous est temporel et de l'ordre de l'existence, et ce qui, de l'autre côté, est atemporel
est de l'ordre de l'essence. Bon. Donc, on se la refait. Il y a en nous une dimension atemporelle essentielle, non manifestée, et il y a en nous une dimension personnelle, très temporelle, bien manifestée. La question, c'est comment est-ce qu'on va parvenir à relier les deux, et comment est-ce que nous parvenons à saisir les opportunités de la vie pour qu'il puisse y avoir un lien qui se crée entre cette dimension atemporelle et cette dimension temporelle, et que cette liberté d'être soi, qui est une œuvre, un travail, je ne sais pas comment je vais y revenir, puisse permettre que quelque chose du soi, c'est-à-dire de l'être qui est en chacun, puisse se manifester à travers sa personne. C'est une option, ce n'est pas une obligation. Ce qui est clair, c'est que si je ne cherche pas à relier par ma conscience ces deux dimensions de moi-même, je peux tout à fait rester enfermé à l'intérieur de ma dimension personnelle. D'accord ? Le petit animal, à peine venu au monde, va marcher sur ses pattes, se mettre à brouter, ou à courir, ou à chercher sa nourriture, et son niveau d'accomplissement, les hindous diraient de son dharma, c'est-à-dire sa loi d'action, est très rapide. Pour le petit homme, déjà c'est plus long, puisque la complexité de la machine biologique est plus grande, mais ensuite, ce n'est pas parce que nous accomplissons la totalité de nos fonctions biologiques que pour autant nous sommes hommes, sans question de genre, avec un H majuscule, nous sommes hommes réalisés. Il y a un step entre ce qui va faire que nous actualisions pleinement notre dimension humaine, ou au contraire, que nous en restions simplement à notre dimension personnelle. C'est pour ça que dans le langage courant, on se rend bien compte, on va dire d'un tel, oh, bah, il est un peu creux, sous-entendu un peu vide, hein, tout le monde a déjà pensé ça s'il ne l'a dit, on dira, telle personne, ouais, il est profond, oui, mais c'est pas un tel qui est creux ou un tel qui est profond, chacun est fait pareil, simplement, c'est la distance qu'il existe à l'intérieur de chacun entre son intériorité et son extériorité, son homme extérieur. C'est la manière dont nous arrivons à manifester ce que nous sommes vraiment à l'intérieur de notre personnalité. D'ailleurs, le mot personnalité, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'étymologie de personnalité. Persona. Persona, et le sens. Le masque, vous portez. C'est ça, voilà. Persona, c'est en deux mots, c'est le fameux masque pour faire sonner la voix, pour faire porter la voix. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va relier ce masque à l'acteur qui est derrière. Donc, toute notre liberté d'être soi est au fond très relative, puisque la possibilité que j'ai d'exprimer cette liberté d'être soi, eh bien, elle va dépendre de ma capacité à me déprendre de la peur, des désirs, des attachements, c'est-à-dire de tout ce qui fait que je perds conscience de cette dimension essentielle qu'il y a à l'intérieur de moi. On pourrait dire, pour schématiser, que nous sommes soumis à deux forces, centrifuge et centripète. D'accord ? Donc, la force centrifuge, elle va nous venir des sensations, des émotions, des perceptions auxquelles nous sommes confrontés, qui, si nous ne maîtrisons pas notre mental ou notre psyché, vont nous amener par des jeux d'association dans des espaces psychologiques et mentaux qu'on n'aura même pas choisis. On est en train de réfléchir sur quelque chose, ça nous fait penser à autre chose, ça nous fait penser à autre chose, ou tout simplement, il y a un texto qui arrive, ça nous met une claque, on est contrarié, ça part en live, et on est ailleurs. Et on ne s'est même pas rendu compte qu'on était ailleurs, parce qu'on a été emporté par un mouvement centrifuge. Donc, tous ces mouvements centrifuges de décentrage de la conscience ne demandent pas beaucoup d'efforts. Ils demandent simplement une fragilité qui fait qu'on est sensible à notre environnement et il y a quelque chose qui décroche. A contrario,
le travail centripète nous demande de revenir vers le centre et il va nous exiger de la concentration, de la centralité et de la capacité à vaincre les différentes formes de dispersion auxquelles nous pouvons être confrontés. Dans la mesure où nous arrivons à accrocher une forme de centralité, nous pouvons commencer à créer un link, une connectique entre le ciel et la terre, entre le soi et le moi, entre cette dimension intemporelle et la dimension temporelle. Un petit peu comme si vous prenez un jeu de CD et que vous mettez de la lumière au-dessus. Si vous les alignez tous et que vous éclairez, vous allez avoir un rayon de lumière qui va passer à travers le centre. Si vous les décalez, c'est opaque, la lumière passe plus. Donc disons, pour faire très simple, que c'est la même chose qui va se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Si, par la discipline et le travail intérieur, nous arrivons à garder suffisamment de conscience pour parvenir à nous concentrer, la possibilité de faire le link entre les plans va exister. Et si, comme je le disais, à contrario, il y a trop d'attachement, on est trop passionnel, peur, désir, colère, blabla mental, etc., ça décroche et nous en oublions nous-mêmes le fait qu'il existe une autre dimension. Le propre de cette autre dimension, et c'est pour ça que ça nous met mal à l'aise, c'est qu'on ne peut pas la définir conceptuellement. On peut très bien expliquer qu'est-ce que c'est moi, bonjour, un tel, je m'appelle comme ça, mais par contre, soi, c'est plus compliqué. Par contre, si vous imaginez que vous prenez un temps de méditation ou qu'on fasse là un exercice de concentration, au bout d'un moment, il est possible, par exemple, de se concentrer sur sa respiration. Et, avec un petit peu d'entraînement, d'arrêter le flux mental et le flux des idées. Alors, maintenant, imaginez que vous êtes parvenu, vous faites appel au moment où vous avez déjà vécu cela, vous êtes tranquille, émotionnellement calme, et vous pensez à rien. Très bien. Et il est où le je dans ce moment-là? Moi je m'appelle Thierry, Thierry il est où dans ce moment-là? Thierry il s'est barré, il m'a foutu un peu de vacances. Donc, toute la question, c'est lorsque notre moi personnel n'est pas là, et que nous avons un moment que nous ne pouvons pas qualifier ni définir conceptuellement, mais oui, auquel nous pouvons nous unir, là, il y a une présence qui est à l'intérieur de nous-mêmes. On est là, on est présent. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui est présent, mais il y a un « je suis » qui est présent. Si on pourrait dire que le moi qui est dans l'existence, lui, son slogan c'est « j'existe », et il est revendicatif. Il veut de la reconnaissance, il veut des centres d'intérêt, il veut qu'on s'occupe de lui. Et à l'opposé, ce que les textes orientaux appellent le parleur silencieux, lui, il veut rien, il demande rien, il est, point. Donc, c'est une autre forme de connaissance. Le mot conscience vient du latin cum scire, qui veut dire être avec. Donc, si dans la Bible, Jacob a connu sa femme, on ne veut pas dire qu'ils se sont rencontrés, on veut dire qu'ils se sont unis charnellement. On veut dire par là que le mot connaissance, la connaissance au sens intime, est une union, comme la conscience. Donc, toute la question, c'est de pouvoir volontairement faire le choix de convoquer cette dimension-là à l'intérieur de nous-mêmes pour lui permettre de se manifester. Et c'est un apparent paradoxe, comme je disais tout à l'heure, puisque nous, on entend par liberté quelque chose de free avec l'idée qu'il n'y a pas de contrainte, alors que d'un point de vue philosophique, a contrario, c'est la discipline, la méthode, la régularité et l'entraînement de la pratique quotidienne qui va nous permettre de rester centrés face aux circonstances auxquelles nous pouvons
être confronté. Alors, il y a donc un lien entre liberté et discipline. Et la discipline, il faut la voir un peu comme la discipline d'un musicien. Si on veut interpréter la partition de l'être, ben, il va falloir que l'instrument dont nous disposons dans l'espace-temps, c'est-à-dire notre personnalité, soit bien accordé. Et ceci demande un travail qui certes amène une liberté, une inspiration, etc. Mais avant l'inspiration, il va demander surtout un travail en régularité. Je ne sais pas si vous connaissez la petite anecdote avec Rubinstein, le piano. Une journaliste qui dit « Ah, maître, quel génie, quelle inspiration !» Il dit « Je ne sais pas, 1% d'inspiration, mais 99% de transpiration. » C'est-à-dire, effectivement, à répéter 5 ou 7 heures par jour, il y a un moment donné, il y a le génie qui peut commencer à se manifester. La liberté d'être soi qui va se manifester dans cette légèreté, cette fluidité, cette capacité à qui est quelque chose de l'être et qui transparaît, que ce soit dans le jeu du piano, dans la présence corporelle de quelqu'un ou dans sa relation au monde, paradoxalement, elle est rendue possible par l'exigence de la répétition quotidienne qui va faire que la discipline intérieure n'est plus tenue par « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça » et par des to-do list qu'on se répète dans la tête, mais que les choses se sont internalisées à l'intérieur de nous. Ce qui était extérieur devient intérieur. Une chose, c'est de dire « Ah, ça c'est bien, il faudrait faire comme ça », en faisant allusion à une valeur qui est extérieure, et une autre, ce qui nous intéresse dans une clé philosophique, ça rentre à l'intérieur. Il n'y a plus besoin de réfléchir, etc. Le paradigme s'est restructuré en intégrant cette nouvelle donne. Donc, pour les philosophes, la liberté d'être soi implique la maîtrise du temporel, la maîtrise de l'espace-temps, la discipline par rapport aux passions, diraient les textes antiques, la capacité de garder une concentration à toute épreuve face à la difficulté. Ceci m'amène au point suivant, qui est aussi un mot mal compris et rébarbatif, c'est qu'après la discipline, il faut l'obéissance. Je sens que le temps fait des amis. L'étymologie d'obéissance, il y en a qui connaissent? Latin. Je vais vous mettre sur la piste, c'est du latin. Obedere. Entendre. L'obéissance, c'est la capacité à entendre et à agir par rapport à ce qu'on a entendu. Platon disait « Seuls les hommes libres peuvent obéir, les esclaves se soumettent. » Donc, c'est intéressant, il y a l'idée dans l'obéissance d'un choix. C'est parce que j'ai choisi d'obéir à ce que j'entends que je le fais. L'obéissance extérieure, pour le philosophe, n'est que le reflet d'une obéissance intérieure à nos convictions, à notre daimon, dirait Socrate, à la voix qui est à l'intérieur de nous. Et si on va du côté de l'Orient, Lao Tse disait « Les chemins commencent quand à l'intérieur de nous, il y a quelqu'un qui commande et quelqu'un qui obéit. » Donc, la liberté d'être soi, pour nous en tant que philosophes, elle repose sur cette capacité à différencier à l'intérieur de nous cette petite voix qui dit « mais je sais bien qu'il faut que je fasse ça, 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 ça », et celle qui théoriquement devrait obéir. C'est comme, vous voulez une image médiévale, le chevalier, le soi, et sa monture, le moi. Bon, théoriquement, tout au moins dans les mythes, c'est comme ça que ça se passe, c'est le chevalier qui dirige la monture. Mais si vous avez déjà été dans un centre équestre ou mis votre gamin sur un cheval et que lui, il ne savait pas faire du cheval, vous allez voir que c'est la monture qui l'amène quelque part. Et bien, si vous transposez par rapport à la réalité qu'on vit,
Il n'y a pas beaucoup de chevaliers qui dirigent les montures et beaucoup de montures qui choisissent où est-ce qu'elles vont amener leurs cavaliers. Donc, la question essentielle qu'on est en train de se poser, c'est la capacité à s'obéir à soi-même. Comprendre quelque chose, fastoche. Sincèrement, il n'y a rien de plus facile. Le problème avec les Occidentaux, c'est qu'ils pensent qu'à partir du moment où ils ont compris, c'est bon. Mais en fait, le véritable boulot n'est pas de comprendre, c'est d'appliquer. Nous, on a le mental qui est monté un peu à l'envers par rapport à l'Orient. En Orient, ils considèrent de manière plus naturelle que d'abord on pratique, et que de ce que l'on a pratiqué, ensuite on comprend quelque chose. Et nous, on a le moi occidental, entre guillemets, a trouvé un bon plan. C'est d'abord dit, moi je voudrais comprendre pour pratiquer, et comme vous avez remarqué, on n'a jamais assez bien compris, on va attendre encore un petit peu plus, parce qu'il me manque tel détail, que je pratiquerai après, quand j'aurai compris. C'est imparable, la logique tient la route, et pendant ce temps-là, c'est toujours un peu de temps de gagner avant de commencer à pratiquer, c'est bien vu. Donc, l'idée de l'obéissance, c'est la capacité à se donner des ordres à soi-même, à ne pas procrastiner, c'est-à-dire à internaliser les prises de conscience que nous avons faites pour les transformer dans des actes et dans des comportements. D'un point de vue philosophique, l'être est puissance, pouvoir. Si on prend l'allégorie platonicienne de la caverne, plus on monte vers le monde des idées, plus on monte vers le réel, plus on monte vers les idées, vers les archétypes, vers les choses subtiles et essentielles, plus on remonte vers l'unité. Et plus on descend dans le monde sensible, plus on va vers le multiple. Il peut y avoir une idée du beau. Vous pouvez faire une œuvre d'art concrète, qui n'est plus l'idée, mais qui est concrète, mais par contre, après, vous pouvez la reproduire à l'infini. Les images des choses qui représentent la caverne dans l'allégorie platonicienne sont innombrables. Par contre, les idées, plus on remonte vers les idées, plus on remonte vers l'unité, plus on descend vers le sensible, plus on va vers le multiple. Plus on monte vers le haut, plus on va vers ce qui est vrai, vers ce qui a du sens, plus on descend dans le monde sensible, plus on va dans l'illusion. Donc, plus on monte vers l'être, plus on est en lien avec la puissance, puisque l'être est puissance, et plus, soi-disant, nous parvenons à une réalisation quelconque, plus cette puissance trouve à se manifester dans l'action. C'est pour essayer de casser la forme mentale du sage comme une espèce de professeur Nimbus à côté de la plaque. L'être réalisé, dans la mesure où il se réalise, dans la mesure où sa conscience monte, sa capacité de concrétiser descend. Il y a un lien direct entre l'être et la capacité de réalisation dans le monde. Quand on dit un grand homme, on entend par là pas qu'il est grand physiquement, mais que quelles que soient les circonstances qu'il a traversées, aussi adverses fussent-elles, lui, il a réussi à mettre son empreinte sur les choses. Et donc, le chemin, ce n'était pas les circonstances qui l'ont contraint, mais lui qui a réussi à exprimer son être au travers des circonstances. Justement, parce qu'il est parvenu, quelles que soient les vicissitudes qu'il a traversées, à rester centré. D'accord ? Donc, l'être est puissance. L'existence, quand elle perd le contact avec l'être, est impuissance. Procrastination. Donc, le changement de paradigme que nous amène la liberté d'être soi dans une clé philosophique, c'est d'assumer qu'il n'y a pas d'impuissance qui vienne des circonstances. C'est chaud, je sais. On se la refait ? Il n'y a pas d'impuissance qui vienne des circonstances.
Si impuissance il y a, elle vient de ma relation à moi-même, de mes peurs, de mes doutes, de mes colères, de mes attachements, de ma dispersion. Elle ne vient pas des circonstances. Les circonstances sont temporelles. En tant que telles, quel pouvoir ont-elles sur une dimension à l'intérieur de chacun de nous qui, elle, est atemporelle? Je ne sais pas si ça y est à côté dans la librairie. Il y a une juive hollandaise à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Etzi Lessum, qui a accepté, enfin c'est un peu compliqué, mais elle a été en déportation, mais elle aurait pu y échapper, et elle a fait le choix quand même d'y aller. Et elle était platonicienne. Elle va continuer à écrire en disant, bon mais ok, il y a les barbelés, ok, il y a la fumée des crématoires, ok, mais bon, il y a du ciel bleu, il y a du soleil, il y a de l'être. On peut faire tout ce qu'on veut à ma personnalité mortelle, la tuer, la vilipender, voilà, la torturer, mais ce qui en moi est libre restera libre à jamais. Donc, il est faux de considérer que ce qui nous abat, de ce qui nous rend malheureux, de ce qui nous rend impuissants, est les circonstances. Puisque, voilà, là on est confronté, on voit bien, si je peux prendre une seule fois quelque chose et je le lâche, et au lieu de tomber, ça monte, ça veut dire que je ne peux plus dire que P égale mg. La loi de la gravitation, elle ne marche plus, parce que ça monte. Okay? Donc ça ne marcherait plus. Donc si vous voyez des êtres humains qui, confrontés à la souffrance, arrivent à s'en libérer, on ne peut donc pas dire que le paradigme de l'être humain, c'est qu'on ne peut pas faire ça parce que c'est les circonstances qui nous en empêchent. Les circonstances peuvent nous empêcher concrètement de réaliser telle ou telle action, mais quand bien même nous serions dans l'impuissance de réaliser telle ou telle action, cela ne dit rien de comment est-ce que nous pouvons nous libérer de cette souffrance ou de cet empêchement. D'accord ? Donc, nous sommes, dans le paradigme philosophique de la liberté d'être soi, totalement responsables de nos vies. C'est chouette. Puisque il m'appartient d'assumer, de voir comment est-ce que, face aux contradictions ou aux empêchements auxquels je suis confronté, je peux rester fidèle à moi-même. Je ne sais pas quel résultat concret je pourrais obtenir au travers des conflits et des difficultés de la vie auxquelles je suis confronté. Par contre, ce qui est de ma responsabilité en tant que philosophe, c'est de rester fidèle à moi-même. Donc, la liberté d'être soi conçue au sens platonicien, c'est un affranchissement des circonstances. Je ne dépends plus des circonstances pour faire mes choix. Dans les impératifs catégoriques de Kant, il y a un moment donné, il pose, il dit, dis-toi à chaque fois, avant de prendre une décision, je cite de mémoire, demande-toi si tu peux faire de l'action que tu vas mener la base d'une législation universelle. C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu peux en faire une loi, quoi. Si c'est le cas, fais-le. Si ce n'est pas le cas, abstiens-toi. C'est-à-dire, c'est simple. Au lieu de dire, moi Thierry, est-ce que j'ai envie de faire ça, pas envie, envie, pas envie, ça marche moyen comme critère philosophique. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi de faire en tant qu'homme face à cette circonstance? Qu'est-ce qui serait juste? Ah oui, non, ok, j'ai pas envie, mais oui, ce qui serait juste de faire, c'est ça. Bon, très bien, donc je le fais. La question, c'est de décrocher ce qui en nous est de l'ordre des passions et des émotions, qui n'ont strictement rien à faire, ne nous en déplaise, avec l'homme en nous, mais plutôt avec l'animal en nous, pour pouvoir se positionner dans une clé philosophique par rapport à la conscience, le truc qui nous rend humains, c'est-à-dire la capacité à choisir sans nous poser la question de savoir si ça sera agréable ou désagréable. Oui ? C'est-à-dire, je choisis, mais je décide. C'est ça. C'est-à-dire, je mets ce que je ressens sur pause, parce que de toute manière, on ne peut pas s'affranchir de ressentir.
Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est s'affranchir du ressenti au moment de décider, de manière à agir par rapport à ce qui était juste. Donc, ceci nous oblige à changer, puisque les choix alors que nous allons faire ne vont pas être les choix de ce qui est agréable ou de ce qui est désagréable. Les choix vont être les choix de ce qui me paraît juste. Je vais vous donner deux exemples très concrets pour pas que ça plane trop. Et qui, moi, m'ont beaucoup touché. Je suis juif, et à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de difficultés, et il s'en est fallu d'une que toute ma famille parte dans les camps. La première, c'était l'interview d'un conducteur des trains de la mort qui a continué à conduire ces trains. Et quand on lui a dit, elle dit, mais moi, je n'ai pas amené des juifs à la mort, moi j'ai conduit des trains. Ça, c'est son discours. Et elle dit, de toute manière, j'aurais voulu jouer au héros, ou je ne sais pas quoi. C'est bien. Moi, je serais monté dans le prochain train avec ma famille parce que j'aurais été dénoncé par le parti nazi et il y aurait eu 3 personnes de plus dans les trains. Et de toute manière, les juifs, ils auraient toujours fini au Auschwitz. Donc, je suis désolé. Moi, j'ai conduit un train. Je n'ai pas amené des juifs à la mort. À méditer. L'autre, je suis ici ce soir parce que dans le Pays Basque, dans les années 40, il y a le maire d'un petit village qui s'appelle Lozoa, qui a vu s'amener une famille manifestement qui venait de franchir la ligne de démarcation et qui probablement était juive et qui le savait très bien et qui a eu les informations et qui a refait tous les papiers à ma famille en changeant les prénoms, en les christianisant et sans mettre la mention juive sur la carte d'identité. Lui aussi, en faisant ça, pouvait tout à fait risquer que sa propre famille parte dans les camps. C'est intéressant de mettre un coup de zoom sur les choses parce que il n'est pas dit qu'on ne soit pas amené à décider dans notre quotidien par rapport à des circonstances dans lesquelles ça ne va pas dans le même sens ce qu'on ressent et ce qu'il est juste de faire. Donc, la liberté d'être soi, pour un philosophe, c'est choisir ce que la conscience nous dit par rapport au bon, au beau, au vrai, au juste, mettre sur pause ce qu'on ressent, et une fois qu'on a pris la décision, dire « Bon, alors ça donne quoi l'effet qui se coule? Quel goût ça a ?» Et on y va. Parce que l'essentiel est de pouvoir être fidèle à nous-mêmes. C'est quelque chose qui est presque rigolo ou ringard aujourd'hui, mais qui pour moi a de l'importance, c'est le mot honneur. Ah oui, je sais, c'est ringard, désolé. Mais l'honneur, c'est la capacité à rester fidèle à ce qui, pour nous, est essentiel. C'est vrai pour nous. C'est le plus haut que notre conscience peut nous amener. À partir de ce moment-là, cette fidélité à ce qui est essentiel en moi m'amène à faire des choix qui sont agréables. Je préfère largement. Elle m'amène à faire des choix qui sont désagréables. Eh bien, ils sont désagréables. C'est-à-dire, si on, pour clôturer, pour qu'on puisse avoir un temps d'échange, les anciens considéraient la vie humaine, les anciens, surtout les Grecs, comme une navigation. C'est comme si on est sur un bateau et on va vers notre bon port. On cherche à revenir à Ithaque ou tout au moins au port d'ancrage. Et cette navigation-là, elle implique qu'on puisse parfois tirer des bords à gauche, à droite, c'est-à-dire il y a des courants contraires, on ne va pas où le vent nous mène, on va là où on a décidé d'aller. Dans un monde où on est soit prisonnier par ses ancrages affectifs, soit prisonnier par son statut professionnel, etc., la liberté d'être soi, c'est la liberté d'agir par rapport à ce qu'on considère essentiel, du point de vue des valeurs, du point de vue de l'être, du point de vue des choix qui pour nous sont en rapport avec notre finalité, c'est-à-dire pourquoi on est dans cette vie et qu'est-ce qu'on est venu y faire. Et une fois qu'on a décidé par rapport à ces choses essentielles, on passe à la caisse et on accepte les contingences que ça va nous donner par rapport aux vicissitudes auxquelles on va être confronté dans l'existence. Donc, la liberté d'être soi,
à soi-même. Je sais que le mot engagement n'a pas bonne presse non plus, ça fait beaucoup de mots qui n'ont pas beaucoup de presse, mais l'engagement par rapport à soi-même veut dire que je ne vais pas renoncer à ce qui pour moi a du sens. Ceci implique qu'il puisse émerger à l'intérieur de moi une hiérarchie. L'étymologie du mot hiérarchie, c'est quoi? Elle est facile, celle-là. Non? C'est du grec. Hierosarkos. Le gouvernement, le pouvoir, le commandement du sacré. Hieros, ça va donner hiérophanie, hiérophante. Okay? Donc, la hiérarchie, si on se décloisonne par rapport au sens qu'on est en train de lui donner aujourd'hui, c'est pas le commandement d'un chef concon qui me fait marcher au pas. La hiérarchie, c'est l'organisation des principes de ma vie en fonction de ce qui a du sens. Donc, pouvoir avancer par rapport à la liberté d'être soi, ça veut dire avoir construit notre hiérarchie intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais donc pouvoir agir en permanence par rapport à ce qui a du sens. Et qu'à aucun moment, la pression des circonstances ne va décider pour moi. Il faut qu'on sorte de l'idée qu'il y aurait quelques grands êtres, comme une espèce de religiosité, le Dalai Lama, les grands sages. Il y aurait quelques grands êtres qui, par la sagesse qui est la leur, parviendraient à discerner, et les couillons de base qu'ils se feraient avoir par les circonstances. Non, tout le monde est confronté aux deux. Simplement, entre le moment où il y a la pression des circonstances, avec qui vont taper sur la sécurité économique, les besoins affectifs, etc., ce que ressent tout le monde, et le moment où va se manifester les besoins essentiels, spirituels, en lien avec l'être profond de chacun, quand les deux vont apparaître en même temps, voyez-vous, il y a un conflit. Et la question essentielle, c'est de savoir de quel côté on choisit. Tout le monde a des besoins essentiels. Ça va? D'accord? Tout le monde a des besoins essentiels. Et tout le monde a des besoins affectifs aussi, c'est le bordel. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les deux se manifestent en même temps? Il faut les aligner. Ou assumer quand ils ne sont pas alignables, puisque les besoins du moi et du soi ne sont pas toujours les mêmes, ou assumer quand ils ne sont pas alignables, d'avoir une priorité intérieure par rapport à ce qui pour moi a du sens. Oui, parce qu'il y a des choses qui pour moi peuvent avoir du sens et par contre qui à vivre peuvent s'avérer désagréables. Et il y a des choses qui peuvent être totalement agréables mais complètement dépourvues de sens. Donc le fait de savoir si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas, si j'aime ou si j'aime pas, si on devait le définir d'un point de vue philosophique, on dirait que c'est la logique du barbare, quoi. J'aime, je prends, j'aime pas, je fais pas. Non, on est obligé de se situer par rapport à une hiérarchie intérieure vis-à-vis duquel on s'engage. C'est cette petite ascension qui fait que l'individu sort de la caverne dans laquelle il était prisonnier de ses illusions pour rentrer dans une autre perspective dans laquelle il cherche à agir, non pas en fonction de l'idée ou de la représentation qui se fait des choses ou de ses peurs ou de ses attachements, mais en fonction du sens que les choses ont pour lui. Dernièrement, la liberté d'être soi nous oblige à assumer l'impermanence. Puisque le soi, il est dans l'existence. Il est en train de chercher à se manifester comme il peut à l'intérieur de notre personnalité mortelle. Et le propre de l'existence temporelle dans laquelle nous sommes tous, c'est la première noble vérité des bouddhistes, c'est dukkha, la souffrance. Et que la souffrance est consubstantielle à l'existence. Il n'y a pas d'option pour, dans une clé du point de vue de la philosophie bouddhiste, il n'y a pas d'option pour se débarrasser de la souffrance. Il y a une option pour changer notre relation à la souffrance, essayer tant qu'à faire de ne pas en produire plus,
et essayer d'être moins dépendant de nos peurs et de nos attachements. Mais qui est-ce qui est en train d'avoir peur? Et qui est-ce qui est en train de s'attacher? Le moi. Et donc, la liberté d'être soi nous amène à un travail, une pratique, une discipline, pour peu à peu se rendre compte que le fameux moi en question est-il vraiment si réel? Les bouddhistes disent que c'est un agrégat. C'est-à-dire, pour nous, si on ferme les clapets et qu'on se déconnecte, il y a tout ce qu'il y a de plus réel, mais du point de vue de l'être et du jeu qu'il y a entre l'être et l'impermanence, il est un peu illusoire. Il nous rassure face à la terreur que nous avons par rapport au vide que nous projetons sur l'être, mais en tant que tel, c'est une construction. Donc, si on peut commencer à devenir un peu plus relatif quant à l'importance de notre moi, et davantage discipliné pour permettre que la connexion puisse se faire avec cette dimension de l'être ou du soi, dans la mesure où nous y parviendrons, nous parviendrons à un peu plus de liberté d'être soi. Mais si nous laissons la bride sur le coup au moi et à ses appétits, et à son besoin anxiogène en permanence d'être rassuré, la possibilité qu'il y a de la liberté d'être soi sera très faible. Voilà. Je m'arrête là pour qu'on puisse prendre un petit temps d'échange. Il faut commencer le bonheur. Il faut commencer. C'est le chemin d'une vie, voire de plus. Il faut commencer jeune, parce que comme ça, on casse les croyances, on se met à ligne. C'est une croyance. Lao Tzu disait un chemin de 1000 pas commence par un pas. Donc on commence quand on est là, quand on a pris le plus dur, c'est déjà de prendre la décision de faire un pas, et après de faire un autre. Il y a des gens qui ont plus bougé parfois dans les 3 derniers mois avant leur mort que dans les 30 dernières années. Donc bon, ce qui est important, c'est déjà de commencer à bouger maintenant. Pour le reste, comme disent les anciens, même les dieux ne peuvent rien y changer. Le passé est le passé. Donc préoccupons-nous du présent et du futur, et de comment est-ce que nous pouvons mettre quelque chose en mouvement pour que des choses qui en nous sont potentielles deviennent actuelles, sans nous justifier de ne pas le faire à cause des circonstances. Non, c'est parce que je pensais aux enfants, justement, pour que ils vivent le moment présent en soi et puissent choisir et décider au moment voulu. Il est clair que la manière dont on va rentrer en relation avec un adulte comme avec un enfant, si c'est un enfant, ça va l'aider à structurer peu à peu sa représentation du monde. Pour mieux dans sa vie d'adulte. Un synonyme d'éduquer, c'est élever, ça dit tout. Si on élève son enfant. Bon, maintenant, parfois il y a des éducations, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui ne sont pas tout à fait des élévations. Donc apparemment, il y a des bugs parfois, il y a des trucs cognitifs qui... Donc nous, pour ce qui dépend de nous, il faut qu'on essaye déjà de faire en sorte que notre propre éducation et celle qu'on peut apporter autour de nous et ceux qu'on aime, elle puisse relier éducation et élévation. Et de voir déjà, si nous on avance, on leur donne le modèle et ça leur permettra de peut-être. Ça leur permettra d'avoir le choix éventuel de suivre le modèle. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut dire. Il ne faut surtout pas penser que parce qu'on va donner un modèle, l'autre va le suivre. Déjà, ça peut l'énerver qu'on lui donne un modèle, ça peut ne pas lui plaire, ne pas correspondre à ses aspirations profondes. Et puis, c'est dans sa période rebelle. Donc, la seule chose qu'on sait, c'est que la seule manière de transmettre et d'enseigner, c'est par l'exemple. Donc, de toute manière, l'autre va regarder quels sont les choix que nous nous posons pour regarder si ce qu'on dit est cohérent. Mais comment on les fait, surtout? C'est ça, c'est la manière, c'est l'exemple qu'on va pouvoir donner, qui est la seule forme d'éducation réelle. Mais après, il ne faut pas non plus mettre la martèle en tête. C'est pas parce que l'exemple qui est donné est alpha que l'autre va le suivre. C'est ce qui est de beau. C'est-à-dire,
on peut faire le pire à l'être humain, on peut le torturer, le violer, on peut tout faire, sauf le faire évoluer de force. C'est génial. C'est-à-dire, la seule chose qu'on ne peut pas faire de l'extérieur à quelqu'un, c'est l'amener à grandir. Donc il faut que ce soit un choix intérieur, puisqu'il naît d'un détachement, c'est-à-dire d'une désidentification de l'étape suivante, de non, ce truc-là, je ne supporte plus, et j'aspire à autre chose. Donc on peut rêver, tenter, essayer d'être des sources d'inspiration, mais ce qui va faire que l'autre va se détacher du modèle passé pour dire ça c'est valable, ça dépend de lui et de sa propre conscience, de ses propres appétits et de qui il ou elle est. D'autres questions, remarques pour partager sur cette... Oui ? J'ai un peu mal à saisir la notion de faire un choix désagréable. Ouais. Vous avez cité des exemples dans une époque assez particulière. Ouais. Et on se dit aujourd'hui, on vit dans une époque formidable, tout est rose. D'accord. Donc comment est-ce qu'on peut être amené à se dire je vais faire ce choix qui est désagréable parce qu'il correspond à ça marche, je vais donner un choix plus simple. Vous venez ici, à Théora, vous êtes venu en bagnole ? Scooter. Scooter. Bon. Vous avez mal calculé la distance, là, en rangeant le scooter, vous pétez le phare de la bagnole qui est à côté. Là, il y a deux options. La première, c'est moi, la dernière fois qu'on m'a pété mon rétro, j'ai pas eu de mots, hein, et ça m'a coûté une blinde à moi, d'accord ? Deuxième option, mais pour moi, qu'est-ce qui est juste ? Ce qui est juste, c'est un monde dans lequel on se barre quand on a fait une connerie, histoire de ne pas se faire avoir, ou ce qui est juste, c'est de faire ce que moi je considère juste, même si tous les autres vont dire ah, « moi je suis pas un pigeon, quand on m'a pété mon truc, on n'a rien fait ». Donc c'est très concret. Je vais agir par rapport à ce que je pense juste. Même si apparemment c'est chaud parce qu'il y a des conséquences. Je donne cet exemple parce qu'il m'est arrivé. Moi quand je marre des êtres humains, parce que parfois c'est saoulant, je vais aux zoos. J'aime bien voir les animaux, ça me repose. La dernière fois, vous aussi ça me repose parfois. La dernière fois, j'étais avec ma femme, et comme je conduisais beaucoup, je me suis dit, tu veux pas prendre la voiture ? Je dis oui. Après la voiture, et en se garant, boum, elle n'a pas l'habitude, elle a démoli la calandre de la bagnole qui était derrière. Oh non, on était un peu juste financièrement, je dis, oh là là, quelle galère. Bon, puis après on s'est repris, c'est bon quoi, il n'y avait personne sur le parking. Un millionième de seconde, on se dit, oh quand même. Et on a mis notre petit mot, bon ben voilà, désolé, on est dans le jardin, quand vous arrivez, vous nous appelez. On s'est baladé comme ça, avec un peu mal au ventre, en disant, comment on va trouver les gens. Et au bout d'une heure et demie, il y a des gens qui nous ont appelés, quand on est arrivé, ils avaient mis une nappe par terre, ils disaient, écoutez, on vous attendait, venez manger avec nous, parce que des gens qui mettent un mot, quand ils pètent un truc et que ça va leur coûter de l'argent, j'ai jamais vu. Tu sais, puis il avait les larmes aux yeux, il dit en tous les cas, vous savez quoi ? Ben moi maintenant je ferai pareil. Donc, c'est hyper concret. Notre possibilité d'amener des changements à partir du moment, ok, j'agis par rapport à ce qui est essentiel pour moi, je ne me pose absolument pas la question de comment est-ce que feraient les autres. Hein, comme dit l'autre, comme dit Hugo, mais même s'il n'y en a qu'un, je serai celui-là, j'agis par rapport à ce qui pour moi a du sens. Ça peut coûter cher financièrement, ça peut coûter cher dans une période de guerre, ça peut coûter cher dans une situation professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez ? Parfois, il faut assumer de dire les choses s'il y a un écart par rapport à notre conscience. Et donc là, le retour que nous avons, c'est d'être peu à peu, de sentir de manière assez inexorable que rien ne peut nous séparer de ce que nous sommes vraiment. Si à chaque fois que je passe un obstacle, je vois que finalement, même si j'avais la pétoche, je continue à agir par rapport à ce qui a du sens pour moi, cet ancrage dans ce qui pour moi n'est pas du blabla intellectuel ou du ressenti, mais mes convictions et mes valeurs profondes devient plus fort. J'ai fait quelque chose comme ça. Ouais. J'ai un malade qui est arrivé en réanimation, je suis infirmière, et il m'a dit s'il vous plaît, s'il m'arrive quelque chose, ne me faites pas de massage cardiaque. Ouais. Je
Parlez juste un petit peu plus fort pour les gens qui sont derrière. Je regarde son dossier, tout ça, il dit j'ai pas de famille et tout, c'est mon souhait, etc. Je dis bon, ben d'accord. Je suis d'accord avec vous. Ouais. 2 heures après, ça m'arrête cardiaque. Et mon patron m'a dit bon, allez, faut faire un massage cardiaque. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Ouais. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que je dis j'ai fait ma promesse et je ne peux pas. Non. Je dis je veux bien vous donner tout, les temples, les machins, les trucs, mais je ne masserai pas. Mais j'étais soulagée parce que j'étais alignée avec ouais. Il y a beaucoup de force qui naît d'accepter sans se poser la question de donc qu'est-ce qui va se passer, d'agir par rapport à ce que nous considérons être nos parce valeurs que et peut-être nos que choix. finalement, moi, mon patron, après on en a discuté. C'est beau parce qu'après on se relie même à son patron dans cette Oui, période. La liberté d'être soi, c'est communicatif. Quoi. Non, mais vous savez, dans les services durs, on est très... Oui, mieux vaut échanger. Bon, il y a des marché. services durs aussi que je connais où ils sont un peu cons, donc ça dépend aussi des services. L'humain est l'humain, quoi. Moi, j'ai eu de la chance. Donc, mais c'est un bel exemple. Oui, c'est un bel exemple. Et après, on en a discuté. Ouais. Et il m'a dit, vous savez, hein, tous les âges valent le coup d'être vécus dans n'importe quelle situation. Et j'ai dit, mais ça, c'est votre avis. Ouais. Mais c'est peut-être pas le mien. Je dis, moi je me suis respectée, donc voilà. Et on me dit, Et vous avez respecté l'autre personne par rapport à son choix. Et j'ai respecté notre profession. Parce qu'après, il me disait, mais ça se trouve, nous avons peut-être la famille. Mais enfin, c'était son choix. Son je choix. voulais pas. Il y a un adage philosophique que j'ai fait mien et qui traduit de ça, c'est nos choix disent qui nous sommes. Ouais. Donc voilà, c'est important de savoir quels sont nos choix et de pouvoir les poser de manière claire. Comme ça, on reste fidèle à soi-même. Oui? Une notion qui me semble importante, je crois que bien souvent on fait nos choix, en fait on fait des choix parce qu'on a peur de nos émotions, Oui. parce qu'on a peur de nos peurs, parce Oui. qu'on a peur de la souffrance, parce qu'on a peur voilà, de tout ce qui peut être fort en nous, parce que ça prend énormément d'espace, ça dans le moi justement. Voilà. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est très aidant dans cette démarche d'aller vers soi. Hein, parce que dans la liberté d'être soi, il y a cette démarche d'aller vers soi. C'est l'accueil des émotions en fait. Et qui me semble pouvoir être une clé intéressante qui nous permet effectivement d'être dans des choix qui sont justes par rapport non pas justement à nos émotions du moment et aux peurs que l'on a de ces émotions-là, mais par rapport effectivement à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous relie à notre... Pour faire le link par rapport à votre remarque et la clé philosophique, si je suis submergé par mes émotions, de toute manière, je n'ai pas accès à mon mental. Donc, ce qu'il faut, c'est que je rentre dans une relation pacifiée à mes émotions, de manière à retrouver la connectique avec mon mental et encore plus au-dessus avec le soi. Si je suis ballotté par les circonstances, ça ne marche pas. Et la philosophie est d'amour de la sagesse, comme je disais tout à l'heure, mais c'est également aussi la sagesse de l'amour. Donc, c'est le fait de pouvoir se rallier à quelque chose de plus haut, mais pas uniquement mental. C'est Trungpa qui disait, si je regarde la souffrance de l'autre avec ma peur, ça donne la pitié. Si je regarde la souffrance de l'autre avec mon amour, ça donne la compassion. Donc, je pense que tout ce chemin que j'ai expliqué dans une clé mentale n'a de sens que dans la mesure où on a assumé ses émotions pour sortir de la partie la plus basse et la plus instinctive de cette clé émotionnelle et monter à des éléments de sentiment supérieur et des choses qui peuvent permettre
une dilatation de la conscience. Les sentiments ne nous donneront pas la marche à suivre, si je puis dire, mais ils sont l'apaisement de ce monde émotionnel et la condition sine qua non au fait qu'on puisse parcourir ce chemin. Parce que si je suis submergé par les émotions, que j'arrive pas à assumer ma peur, à la prendre par la main, que j'arrive pas à mettre de la distance entre ce que je ressens et ce que je suis, ben, je serai ballotté et embarqué par les choses. Oui, ouais, il me semble que ça va peut-être, j'ai envie de dire même plus loin, dans le sens où, est-ce que je vais réussir à m'exprimer? Je ne sais pas si je vais réussir à m'exprimer là, peut-être. On va voir si ça va venir. Je laisse reprendre et puis on va voir si ça vient. Oui. Une question, est-ce qu'on peut être libre et être soi sans expérience finalement de la souffrance, puisque vous parliez de la souffrance et de ce que j'observe autour de moi en fait, eux, Oui. sans les gens qui ont expérimenté la souffrance. Oui. Je suis d'accord, je ne pense pas qu'il soit... Je parle pour Monsieur Tout-le-Monde. Peut-être certaines incarnations particulières de certains grands maîtres. Mais bon, pour nous, je pense que nous avons besoin de la confrontation à la souffrance et du détachement que nous allons opérer ensuite par rapport à cette souffrance pour la relativiser. Quand je suis dans la souffrance elle-même, je suis ballotté, on est dans la machine à laver en mode essorage, et le mental tourne en boucle et notre possibilité de déconnecter à ce qui est essentiel est faible. Si par contre, soit parce qu'une fois la tourmente passée, je suis resté vivant, j'en tire les enseignements, je tire l'expérience de cela, peu à peu, grâce à cette souffrance, je vais prendre conscience. Les bouddhistes disent que toute conscience vient de la souffrance. Attention, l'inverse, c'est pas vrai. Toute souffrance n'amène pas de la conscience, sinon on serait tous des Bouddhas. Mais la relation que j'ai avec la conscience, avec la souffrance, potentiellement, peut être source de conscience. C'est la différence entre faire une expérience et tirer de l'expérience. Si je tire l'expérience de ce que j'ai vécu, je ne vais pas reproduire la même erreur. Parfois, comme moi, on croise des situations avec monsieur un tel, madame un tel, la personne dit « Ouais, mais là, ce boulot, c'est terrible, il se passe ça, il se passe ça. » Oui, c'est bizarre, parce que c'est l'autre boulot, c'était pareil, encore l'autre boulot, c'était pareil, mais c'est pareil par rapport au couple, pareil. Si je ne tire pas l'expérience, c'est-à-dire si je n'amène pas de la conscience à partir de ce que j'ai vécu, ça va bugger en boucle, je vais répéter les mêmes expériences. Donc, la liberté d'être soi, elle est en lien avec le fait de se défaire du moi. De dire, bon, ok, c'était peut-être pas si essentiel. Le moi, la seule chose qui l'intéresse, c'est un avoir, qui soit affectif, matériel, en termes d'image, etc. Et l'expression du soi, elle est dans le don et dans une posture altruiste. Donc, il est clair que le passage à travers la souffrance nous amène à une possibilité, il y a une option de dépossession du moi. Il y a un petit bout qui parle, il y a un petit angle aigu qui s'adoucit parce qu'on se rend compte qu'au fond, ce truc auquel on pensait que c'était tellement important, cette chose, etc., au final, je suis là, cette chose est passée, et peu à peu, on commence à assumer davantage la dimension d'impermanence de la vie. Parce que la seule chose dont nous puissions être certains, c'est que nous allons mourir. Tout le reste, c'est des conjonctures. Et quand on va mourir, c'est une certitude. Toujours Lao Tzu qui disait l'homme est fou parce qu'il sait qu'il va mourir et pourtant il vit comme s'il était immortel. Donc on a une durée de vie limitée pour parvenir à la conscience et pour autant on vit en inconscience comme si on avait une éternité de vie devant nous. Donc la question centrale de la philosophie est la mort. La mort parce qu'elle nous renvoie à cette idée de la souffrance, de l'impermanence. Donc c'est la manière dans laquelle nous allons assumer
la souffrance que nous allons rencontrer, qui nous amène à la possibilité ou pas de faire ce chemin vers la liberté d'être soi. Comment dire? L'opposé de la pratique de la philosophie, c'est une posture de victime, dans laquelle l'antithèse de tout ça, c'est une victime dans laquelle je considérais que, mais oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est ma famille, mon couple, mon boulot, mes enfants. Et l'opposé, c'est de considérer que si je suis en train de vivre cette expérience, en termes de conscience, potentiellement, elle peut m'apporter autre chose. Et à chaque fois, personnellement, que je commence à dérailler en me disant, oui, disons, de commencer à me plaindre par rapport à quelque chose, je me dis, mais bon, Cyril, une autre personne à ta place aurait des options, des choix, des postures et des résultats tout à fait différents. Pour certains, peut-être avec plus de difficultés, et pour d'autres, avec beaucoup plus de facilité. Et c'est la même situation, ce sont les mêmes circonstances. Donc tout dépend de quelle relation tu es en train de faire avec les choses. Ce qui nous est demandé face à la souffrance, paradoxalement, c'est de faire preuve d'intelligence. L'étymologie du mot intelligence, c'est interliguer, relier les choses entre elles. Donc, si j'arrive à faire preuve d'intelligence et à comprendre quelles sont les causes qui ont provoqué cette souffrance, il y a de fortes chances que je puisse internaliser ces éléments-là et éviter de les reproduire. En même temps, on se détache un peu, donc on est un petit peu plus libre d'être soi. D'autres questions? Non? Dans les salles de vente. Oui? Allez, la dernière, oui. J'ai le sentiment qu'on est un peu presque sur du développement personnel, où on est à se dire avec notre petit mental, on va se dire en sortant d'ici, il faut que je reste aligné, alors il faut que je fasse du sport, je sais pas quoi. Bon. Et alors en plus il faut souffrir, et je me demande où est la liberté. Moi j'ai pas dit qu'il fallait souffrir, ça a été enregistré. Hein. J'ai dit qu'il fallait faire ses choix, et que si les choix amenaient de la souffrance, il n'y a pas pire lâcheté que de choisir en fonction de ce qui est agréable ou désagréable. Je ne choisis pas ce qui est agréable ou désagréable, je choisis ce qui a du sens. Si ce qui a du sens me fait souffrir, ce qui a du sens me fait souffrir. Il y en a qui aiment ça, souffrir. C'est une autre question. Par rapport au fait de savoir si c'est du développement personnel, non. Parce que le développement personnel, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est le développement de la personne, donc du moi. Donc j'ai vraiment été très mauvais si j'ai laissé le sentiment que le but de tout ça, c'était de développer le moi pour qu'il soit plus musclé. Je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est méditer sur ce qui est important. Vous voulez la question dans la conférence, qu'est-ce qui est important? Méditer sur ce qui est réellement important dans votre vie et de savoir si la hiérarchie opérationnelle avec laquelle vous êtes en train de travailler aujourd'hui, elle est réellement la hiérarchie essentielle de vos valeurs théoriques. C'est-à-dire, est-ce qu'en vous regardant vivre, on est capable de comprendre quels sont les choix profonds que vous avez faits? Et si ce n'est pas le cas, ben là, il y a des opportunités très simples qui n'ont rien à voir avec le développement personnel, de se recentrer par rapport à ce qui est essentiel. Vous avez déjà fait votre testament? Ouais. Faites-le. Vous allez voir, ça calme. On n'a pas besoin d'avoir 60 ans, 70 ans, 80 ans. Moi j'ai mon testament dans ma poche, et il y a pour que le prélèvement d'organes, etc. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à mes biens s'il m'arrive quelque chose. C'était une idée, ça avait l'air super simple quand j'ai eu l'idée. Mais quand il a fallu l'écrire, c'était plus râpeux, je sais pas comment dire, ça piquait un peu, quoi. Et là, tout d'un coup, les choix, les priorités, la hiérarchie deviennent plus claires. Donc, sortir un petit peu de la bulle consumériste, et justement, qui pas de développement personnel, et de se dire, revenons à ce qui est essentiel, et je suis ma mort, je construis une hiérarchie par rapport à ma propre vie, par rapport à ce qui a du sens. Et alors, automatiquement, vont apparaître des zones de friction, si je veux faire le correctif de trajectoire, entre finalement comment je suis en train de vivre, qui est un peu sous la pression des circonstances, et
comment les choix que je voudrais faire s'ils étaient dictés complètement par ma hiérarchie intérieure et mon intériorité. Les zones de conflit qui vont apparaître sont intéressantes. Elles sont intemporelles. C'était les mêmes il y a 2000 ans, ce sera les mêmes dans 2000 ans. Elles sont en rapport avec le travail qu'il s'agit de faire pour permettre à l'être de se manifester en nous et pas développer la personne pour que le petit moi soit plus fort. Et je crois que là, il y a une chose justement, vous parlez beaucoup de travail, enfin non, pas beaucoup, vous en avez parlé plusieurs fois, en tout cas le mot travail, il est revenu plusieurs fois, Oui. et cette idée que il faut faire des efforts finalement pour être dans ce, moi ce que j'entends c'est plutôt ce déploiement de soi, hein, on va vers le déploiement du soi, alors enfin, il semble que c'est de ça. L'expression, qu'on parle, en tout l'expression, le déploiement, ça me paraît bien fort, mais pour qu'il y ait quelque chose du soi qui déploiement puisse... de l'être. Oui, oui, c'est oui. ça. Pour qu'il y ait quelque chose qui puisse s'exprimer à travers nous de ce soi ou de cet être, le travail, il n'est pas sur le soi, hein. Il est sur le moi, J'entends bien. pour que lui puisse, comment dire, être moins fantaisiste, qu'il puisse Ouais. se mettre en ordre, en rythme, pour que... C'est pour ça que je donnais l'exemple de Rubinstein, pour qu'il y ait quelque chose de beau qui puisse se manifester, qui est atemporel, il faut qu'en bas, dans la clé temporelle, les choses, elles soient tenues. Et sinon, on est ballotté par les circonstances, nos émotions, notre fantaisie, nos peurs, nos doutes. S'il n'y a pas ce travail-là de recentrage, la possibilité philosophique d'expression du soi sera ténue. Ouais, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a certainement plusieurs chemins pour arriver au soi, à cette liberté d'être au soi. Et que ça passe pas forcément par un travail comme on l'entend. Derrière le mot travail, il y a cette notion d'asservissement, de quelque chose qui... Ou de libération, ça dépend. Vous connaissez mieux que moi les étymologies, donc Non, je ne parle pas d'étymologie du mot travail, je dis que c'est un lieu commun aujourd'hui de considérer le travail comme un asservissement, et que c'est aussi, disons, soyons en même temps si on veut, que c'est aussi une possibilité de libération, parce que c'est dur de se libérer sans se confronter. Oui, mais justement, je crois qu'il y a, c'est ce que j'aimerais bien en fait exprimer, juste qu'il y a d'autres voies que celle-ci, que celle du travail, que celle de la répétition et de quelque chose qui semble difficile finalement, hein, et peut-être pas justement accessible à tous. Je pense que enfin, comment dire, je suis ouvert sur le fait qu'il y a d'autres voies, mais le travail est quelque chose d'accessible à chacun, puisqu'il ne dépend que du choix. Mais pour qu'on, philosophiquement parlant, on soit clair, on peut se relier à l'être sans travail. Vous contemplez quelque chose de beau, vous avez une super dilatation au niveau des sentiments, vous assistez à une cérémonie, vous vivez quelque chose de mystique, merveilleux, vous n'avez rien travaillé. La seule chose, c'est qu'il faut savoir comment vous tenez le choc après, quand vous vous engueulez dans votre couple, au boulot, au machin, parce qu'à un moment donné, on va sortir de cet état mystique, on va revenir dans la réalité. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est... Pour le dire autrement, ce qui m'intéresse n'est pas le plafond que les gens peuvent atteindre, mais le plancher en dessous duquel ils ne descendent pas. Donc, personnellement, que quelqu'un fasse des extases mystiques par rapport au beau, si ensuite c'est pour se prendre la tête au boulot ou à la maison, perso, je ne trouve pas ça top. On ne parle pas d'alignement, là, on est bien voilà. d'accord. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse monter peu à peu notre plancher intérieur, ce qui ne nous empêche pas de magnifiques moments de pause qui ne demandent aucun travail. Le travail, il est pour peu à peu augmenter le débit, quoi, pour que le tuyau grossisse et que la connexion à nous-mêmes devienne plus simple. Mais pour autant, il est plein de moments de beauté, de justice, de bonté, qui ne nous auront demandé aucun travail. Mais la caractéristique de ces états-là, c'est que quand on va repartir dans l'action quotidienne et que tout d'un coup, la petite magie de ces circonstances va se disperser, le moi va reprendre bien la main avec tous ces mécanismes d'habitude et c'est reparti comme en 14, quoi. Donc, sauf s'il y a vraiment eu cette connexion à soi-même, comme vous disiez, et qui peut passer par d'autres voies, effectivement, que le travail, qui est effectivement ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, c'est cet accueil de nos émotions, cet accueil de ce qui se passe en nous, réellement, et donner cette place-là, complètement, et pouvoir la regarder, effectivement, et plonger dedans,
et se laisser transformer par ça. Et c'est une autre voie aussi. Mais qui est un travail quand même, non? Oui, c'est un travail quand même. Je ne le considère pas comme un travail. C'est pas désagréable, c'est pas asservissant, mais c'est un travail. Non, je ne le considère pas comme un travail. C'est un chemin. Je dirais plutôt que c'est un chemin. D'accord. Qu'un Dans les travail. deux cas, il y a un regard sur soi. Oui. Différent, mais Oui, tout à fait. c'est forcément à un moment donné, il faut qu'on se pose et qu'on... Parce que quand on On est s'écoute, trop on dans se les pose. émotions, on ne peut pas prendre forcément, on n'est pas aligné, puisque enfin, moi, je prends mon métier. Je suis gentille, etc. Si je vois un gars qui arrive les crâne vert parce qu'il s'est fait machin, ben bref, si je suis trop dans les émotions, je ne peux pas agir. Non, mais je ne parle pas d'être trop dans les émotions. C'est pas de ça que je parle, c'est de les accueillir, ces émotions. Et quand on peut accueillir ces émotions, il y a des transformations qui se passent, des transformations intérieures qui nous permettent justement de se mettre en connexion avec nous-mêmes. Et c'est pas se laisser déborder par l'émotion. Là, c'est de l'émotivité, donc parler, c'est... Non, c'est des émotions. Vous ne parlez pas de la même chose toutes les deux. Non, non, on parle chose, de la même c'est clair. chose. Nous sommes d'accord, mais je ne parle pas de la même Ce chose. que je veux juste dire, c'est surtout pas remettre en question ce que vous dites, c'est passionnant. Mais il y a d'autres C'est qu'effectivement, il y a d'autres angles et qu'il me semble qu'il n'y a pas que le fait, parce que ce que j'entends beaucoup dans ce que vous dites, j'entends beaucoup ce travail, et je vois les références que vous avez, qui sont des références que j'ai aussi et qui sont passionnantes, évidemment, on va pas remettre en question des siècles, des millénaires de traditions, d'expériences, d'être. Qui sont par exemple la méditation, qui est quelque chose qui peut effectivement être un travail quotidien, qui peut nous permettre de revenir en nous et qui nous permet de cheminer, de faire ce chemin vraiment de connexion à nous-mêmes. Mais voilà, ce que je veux quand même, ce qui me semble important, c'est de dire que ce sont des voies qui sont là, c'est évident. Il y en a d'autres aussi qu'on découvre au fur et à mesure du temps, parce que justement, c'est ce qui est D'ailleurs, passionnant, c'est qu'on l'intérêt n'arrête pas de d'évoluer. l'offre de Pascal qui est de présenter la vision. Vous voulez dire quelque chose? Oui, merci de cette haute volée. Je me suis bien envolée. Et je voulais avoir pour rappel, j'en voulais profiter de ta présence pour, tu parlais tout à l'heure des valeurs théoriques, des valeurs philosophiques, les valeurs de chacun. Et je crois que pour nourrir l'essence de ce que l'on est confronté à ça, c'est-à-dire quelles sont les vraies valeurs pour agir dans la plus grande justesse. On parle de connexion là, justement. Et c'est pas si simple d'affirmer ces valeurs. Bon, c'est simple, mais en même temps, ça permet aussi la définition de soi, dans le soi, le joli soi et le soi ultime, en fait. Et j'aurais aimé profiter, voilà. Quelles sont les valeurs théoriques, philosophiques auxquelles tu fais référence le plus souvent? Voilà, bien sûr, il y aura la loyauté, la tolérance. J'aimerais bien avoir une petite palette. Voilà, officielle. Je pense en tout premier, je dirais la dignité. Pour moi, tout le reste, c'est une conséquence. Si on reprend le moi et le soi, le pire, je pense, qui peut arriver pour moi à quelqu'un, c'est comme on dit, d'être en dessous de lui-même. C'est-à-dire que la personne ait à un moment donné conscience ou fulgurance de quelque chose, mais que par dispersion, émotivité, au final, elle agisse d'une manière différente. Donc la chose qui me paraît la plus importante, c'est le souci de notre dignité, c'est-à-dire d'honorer les steps de conscience qu'on a déjà été capable d'avoir. Du point de vue de la philosophie classique, on n'en a rien à faire d'apprendre plein de notions. Et les anciens disaient qu'ils avaient peur qu'on leur enseigne quelque chose d'autre tant qu'ils n'avaient pas appliqué la chose précédente. Donc, mieux vaut avoir un ou deux bons bouquins et comment dire, avoir tout décortiqué et s'être approprié les choses plutôt que d'avoir consommé 3 millions de choses. Donc, la dignité, c'est j'ai le niveau que j'ai, mais j'agis par rapport à ce dont j'ai déjà eu conscience. C'est pas « Oh, puis là, j'en ai marre bon, puis non, je reviens, parce que quand même, pour moi, c'est important. » Non, la dignité, c'est j'honore ce que ma conscience
a été capable d'éclairer en moi, quel que soit le prix que ça coûte. Et donc, l'autre valeur qui va avec, c'est la mémoire. Et on parle on a parlé de la vérité, de la liberté d'être soi. Pour les Grecs, la vérité, ça se disait aletheia, sans oubli. L'éthéia, c'est le fleuve du Léthé, on boit les eaux, on perd conscience. Donc, la mémoire est essentielle, puisque c'est la mémoire des expériences, on parlait tout à l'heure, je fais telle confrontation à la souffrance, et j'ai eu, une prise de conscience. La question, c'est comment je garde mémoire de ce que j'ai déjà compris. Moi, ce qui me fait peur, c'est de redécouvrir en permanence la même chose. Parfois, c'est un côté agréable, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, mais parfois, il y a des gens qui, manifestement, cette chose-là, ils la connaissent déjà. Oh, c'est beau. Il y a un émerveillement, parce qu'on redécouvre la chose, parce qu'en fait, on l'avait oublié. Donc, Platon disait, savoir, c'est se souvenir. Donc, il y a deux choses. Il y a la clé profonde, souvenir à la mémoire de l'âme, parce que pour les platoniciens, l'âme est contemporaine de la naissance de l'univers, donc nos âmes ont vu la naissance du monde. Donc en fait, en réalité, si nous nous détachions, dépossédions davantage du moi, nous aurions accès à une connaissance plus vaste sur les mystères de l'univers. Mais sans aller aussi haut, il y a des choses que nous avons compris et dont il s'agirait d'être capable et de vivre avec. Donc, la mémoire, la dignité et le courage. Que quand j'ai à 20 ans, quand on m'a dit la première vertu platonicienne, le courage, le courage, pour moi, c'était quelque chose qui était de l'ordre du sentiment. Et je ne voyais pas le lien avec la philosophie. Le courage, c'est la force du cœur. Donc, surtout, on est en France, on est dans un pays où les gens ont la tête bien faite et on comprenne assez bien ce dont il est question. Ce qui est une entrée à comprendre ce dont on parle. C'est le fait de ne pas avoir le courage de prendre les décisions et les choix par rapport à ce que ça implique en tant que perte de confort, faire le deuil de ses illusions, accepter qu'on s'était trompé, etc., etc. Donc je pense que avec le courage, la dignité, la mémoire et la fidélité simplement aux éléments essentiels que nous avons été capables de vivre, en disant cet élément-là, je ne m'en sépare pas, et donc si je dois prendre une décision, qu'elle soit affective ou professionnelle, je l'éclairerai par ce spectre de conscience-là. Avec ces éléments-là essentiels, c'est-à-dire pour ne pas aller chercher des auteurs ou autres, simplement comme fidélité à soi-même, il y a, de ce que j'ai vu de mes anciens et des gens qui m'ont enseigné, une possibilité de croissance intérieure. L'essentiel pour moi, c'est de ne pas faire reset chaque matin, quoi. De ne pas redémarrer à zéro chaque matin et de renclencher la machine à claques en râlant. C'est difficile, c'est de considérer qu'on est en train de remplir un récipient. Le récipient, c'est nous-mêmes, et ce dont on est en train de le remplir, c'est des lettres qu'on est véritablement. Donc ce qui est important, c'est qu'on puisse garder conscience de toutes les erreurs passées, de ce qu'on en a appris, et de ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Les bouddhistes disaient que le Bouddha était arrivé le premier au nirvana parce que c'est celui qui avait péché le plus vite et le plus fort, qui s'était égaré et qui ensuite était passé à autre chose. Donc là, ce n'est pas une voie tiède dans le sens de dire non, je ne sais pas. On se trompe, on est à côté de la plaque, on souffre, on apprend, on corrige, on réconfigure le dispositif, on passe à autre chose. Ce qui est horrible, c'est comment dire, les orientaux disent, il y a le karma, c'est bon, mais je m'écarte du sentier de la juste action, et donc je récolte un karma. Et il y a le karma de stupidité. C'est déjà s'être écarté et recommencer la connerie sans tirer les enseignements de la vie. C'est plus lourd. Tout à l'heure, vous parliez de victimes. Oui. Il y a des gens qui rentrent toujours dans le même chemin. Mais certaines personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes. Oui. Donc ils sont dans la victime. Donc,
On peut pas créer l'aspiration à être chez quelqu'un. Si quelqu'un se sent victime, c'est aussi parfois parce que, comment dire, c'est rassurant. Il y a un bénéfice secondaire. Oui, c'est-à-dire ça rassure. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment dire, il faut aider, il faut résoudre tel problème. Jusqu'à un moment donné, j'ai résolu le problème de quelqu'un. Et après, la personne, elle était désemparée parce qu'elle était en train de se définir avec son problème. Et moi, j'avais fait le con, j'avais résolu le problème. C'était bon, maintenant, elle n'avait plus qu'à s'en trouver un autre, le problème. Donc, encore faut-il qu'on aspire à avoir autre chose que des problèmes. Si quelqu'un se positionne en victime, c'est parce que ça lui donne plein de vie aussi d'être victime. Et je ne peux pas dire à quelqu'un aspire à grandir. La personne, elle fera le chemin qu'elle veut en fonction de son propre parcours de vie, quoi. On peut dire ? Il me semble, à moins que... Merci une fois, Thierry. Voilà. J'ajoute rien si ce n'est parler de ces conférences parce que c'est vraiment dommage qu'il y ait des chaises vides quand on a la chance d'avoir un Thierry Ada qui vient nous parler de la liberté d'être soi de cette façon-là. Et donc tout au long de l'année, il y aura d'autres façons d'en parler, mais voilà. N'hésitez pas à promouvoir ces conférences et encore une fois, merci Thierry. Alors pour raconter tous les jeudis là sur la liberté de soi, j'ai vu qu'il y avait une série de 10. Pas tous les jeudis, tous les premiers jeudis du mois.